Quand la vengeance et la haine s'entremêlent aux Zanpakuto de feu les plus anciens et puissants, c'est toute la Soul Society qui s'embrase et pourrait bien disparaître. Tandis qu'Ichigo demeure prisonnier et semble condamné à voir tous ses Nakama périr par la flèche des Quincy, l'illustre Kuchiki Byakuya redécouvre le sentiment le plus primitif qui soit avant de se prendre des millions de lames de son Senbon Zakura. La rage du capitaine commandant suffira-t-elle à vaincre l'Empire invisible? Ichigo arrivera-t-il à temps? Bienvenue dans cette 5e review, déjà de Bleach Arc de la guerre sanglante millénaire, et ensemble nous allons disséquer les secrets et détails cachés, analyser ce qu'il s'y passe, ce que ça raconte, et enfin, je vous donnerai mon ressenti en essayant d'être objectif malgré la hype évidente qui m'anime. C'est parti. Une fois de plus, l'épisode est gourmand en chapitres et il en adapte 6 d'une seule bouchée. Ce n'est pas du rush selon moi, mais de la fluidité. Ce sont des chapitres avec peu de blabla et beaucoup de dynamisme et d'action, donc forcément ça s'adapte très rapidement en animé. Et comme je le disais pour l'épisode 4, on n'est plus à l'époque des animés fleuves. Aujourd'hui, il faut que ça avance vite et les studios d'animation ne sont plus conditionnés par la crainte de rattraper la publication du manga. On n'a pas le temps de s'ennuyer devant les épisodes et c'est très bien comme ça. Les chapitres adaptés dans cet épisode 5 vont du 500 jusqu'au 505, ça fait beaucoup de 5, donc l'épisode 6 devrait terminer le tome 57 et entamer l'incroyable tome 58. La montée en puissance est constante et ce n'est pas près de s'arrêter. L'apparition du titre est sur fond noir car elle n'a aucun contexte particulier pour sa version manga. C'était un simple bandeau de côté accompagnant l'apparition de Zaraki. Concernant le sens, il est plutôt simple aussi. La colère comme un éclair, illustrant à merveille la rage de Yamamoto, vengeant son défunt vice-capitaine Sasakibe, possesseur d'un Zanpakuto manipulant la foudre. Le capitaine commandant est lui-même la foudre, tranchant ensuite le ciel, propulsé par sa propre colère afin d'éliminer les responsables de cette guerre totale. Alors que le Gotei 13 apprend qu'Ichigo est en chemin pour les sauver et faire pencher la balance en leur faveur grâce à son Bankai, Jidambo, un des 4 géants gardiens du Seretei, apparaît sous une forme étrange comme s'il était contrôlé par un ennemi que l'on voit d'ailleurs ensuite et possédant un étrange bâton. J'en reparlerai brièvement dans la partie spoiler. Autre remarque, ça fait plaisir de voir la hype qui anime la 11e division à chaque fois qu'ils entendent parler de lui, d'Ichigo, entre le gros sourire de Madarame et l'enthousiasme de Zaraki. En parallèle, Ichigo est toujours bloqué dans la prison de Kilge, avec cependant une liaison téléphonique à sens unique avec Soul Society. Il peut tout entendre, tandis que lui n'entend rien, ce qui va causer une excellente scène plaçant Ichigo au même rang que nous, simples spectateurs impuissants de cette guerre elle aussi à sens unique. Le fond noir, pour insister sur l'isolement et le désespoir dans lequel il se trouve, est directement tiré du manga. J'étais curieux de savoir comment ils allaient adapter cette page et j'estime qu'ils ont fait du bon boulot. On entend distinctement tous les dialogues de détresse des Shinigami se faisant exterminer, toute la panique, y compris des officiers, jusqu'à la phrase de Rukia regonflant l'esprit shonen d'Ichigo. Et alors que Kilge s'apprêtait à éliminer Sado et Orihime, mais certainement pas Kisuke car il n'en a selon moi pas le niveau, un mystérieux personnage le tranche très violemment en deux et menace ensuite l'homme au bob. Ceux qui savent qui est ce personnage, faites preuve de discrétion dans les commentaires, au cas où un anime only passerait par là, soyez sympa. À mon avis, Kisuke a demandé d'attendre à Kilge pas parce qu'il le craignait, mais parce qu'il voulait le capturer vivant et lui poser des questions, voire l'étudier pour contrer le vol du Bankai et enquêter sur l'identité de celui qu'il nomme Sa Majesté. Il est évident qu'il avait largement le niveau pour vaincre un Hopi déjà affaibli. On revient sur le combat de Byakuya face au Quincy Marilyn Manson. Alors que le chef Kuchiki s'interroge sur cette étrange sensation lui causant des tremblements, Aznot se lance dans un monologue afin de lui expliquer quel est le sentiment qui se cache derrière. Et durant ces explications, plusieurs flashbacks de l'ancien animé défilent illustrant les propos. Là où j'aimerais attirer votre attention, c'est sur la présence d'un personnage particulier car n'étant pas issu du manga. Il s'agit de Koga, un des antagonistes principaux de l'arc hors-série de la rébellion des Zanpakuto. À travers cette séquence, peut-on déduire qu'il serait canonique aux yeux du manga et donc de Tite-Kubo? Koga Kuchiki est l'ancien 3e siège de la 6e division à l'époque du grand-père de Byakuya, et il est le possesseur d'un des Zanpakuto les plus cheatés du Bleachverse, Muramasa, un Zanpakuto permettant de contrôler le Zanpakuto des autres Shinigami. Sauf que le roman CFYOW nous apprend par l'intermédiaire de Shunsui que ce Zanpakuto est canon à l'univers de Bleach. Il existe, tout comme son possesseur Koga. Cependant, selon moi, l'arc filler en lui-même n'existe pas. Les scénaristes de l'anime se sont basés sur des informations données par Kubo certainement, afin de broder une histoire hors série autour. Autrement dit, je pense que le déroulé de l'arc en lui-même n'est pas forcément canon, mais le personnage Koga Kuchiki ainsi que son Zanpakuto, oui, ce qui justifie la présence de ce flashback. Ce qui est fort avec Kubo, c'est qu'il parvient toujours à créer un combat permettant aux deux adversaires d'exprimer ce qu'ils sont et surtout de mettre en lumière leur évolution. Byakuya, c'est le dernier personnage qu'on aurait imaginé ressentir de la peur. Et comme le dit son premier poème du tome 7, nous ne devons jamais verser de larmes.
Les larmes ne sont rien d'autre que la défaite du corps contre le cœur. Elles constituent la preuve que garder un cœur ne sert à rien d'autre qu'à s'affaiblir. S'il pensait ceci des larmes, imaginez un peu ce qu'il pense de la peur. Il est le stoïcisme incarné et il a sûrement appris de Marc Aurèle après que l'empereur philosophe romain ait été envoyé à Soul Society. Je sais, beaucoup parmi vous, surtout si vous avez lu le manga, pensiez qu'Aznot était une femme. Mais je trouve que sa voix est parfaitement bien choisie. Une voix morne, un peu glauque, grave mais pas trop, à l'image de son apparence physique et de ce qu'il incarne. La peur est un sujet qui a déjà été abordé à maintes reprises dans Bleach, mais 3 moments sortent du lot. Le discours de Tauzen à Isagi, sur la nécessité d'avoir peur de se battre de son propre Zanpakuto pour être digne d'affronter son ennemi et de répandre la justice. La peur permettant de se surpasser, dont parle Aizen après avoir été trahi par Gin, nécessaire à l'évolution. Et enfin, la peur primitive, la seule véritable terreur, le plus grand poison paralysant qui soit, car affectant les muscles et le cerveau tout entier et dépassant le cadre de la rationalité. C'est visuellement très bien retranscrit, avec cette vision d'être recouvert par des insectes dégueulasses par milliers, cette impression de sombrer dans un néant cauchemardesque et étouffant, et surtout avec la vision de ce qu'on a de plus cher dans un état cadavérique, ici Rukia. Même le très respecté et expérimenté combattant qu'est Byakuya perdit ses moyens et poussa son premier cri de toute l'œuvre. Et le fait que ça se passe devant Renji avec une OST aussi tragique ajoute une dimension encore plus dramatique à toute la scène. On voit enfin à quoi ressemble l'utilisation d'un Bankai volé à travers le médaillon Quincy. On comprend instantanément ce qu'il va se passer dès que les immenses lames de Senbonzakula sont sorties du sol, aussi bien nous, spectateurs, que Renji et Byakuya. On savait que le combat était plié et qu'ils allaient se faire massacrer. La séquence du Bankai est quasiment un copier-coller plan par plan du moment où Byakuya l'avait lui-même utilisé à l'épisode précédent. Le seul vrai changement, c'est la couleur du Bankai lui-même. Preuve que Studio Pierrot accorde une grande attention aux détails. La couleur n'est pas le rose comme pour Byakuya, mais tend vers le violet, car s'y mélange le bleu caractéristique des Quincy. L'annihilation du capitaine de la 6ème est parfaitement bien retranscrite. Tout y est, la tension, l'impuissance, l'angoisse, l'injustice de le voir se faire exterminer par son propre Bankai. Ce n'était pas seulement la chute du cerisier à laquelle on a assisté, c'était plus que ça. Cet épisode 5 nous a envoyé à la figure la chute des idoles et des symboles. Et le piano, discret et morne, était l'instrument parfait pour accompagner cette défaite. Mais le plus intéressant arrive ensuite, après le massacre. Quand un Zanpakuto se brise, cela signifie que le Shinigami est au seuil de la mort, et je pense que l'insistance sur ce plan n'est pas un hasard. C'était justement Byakuya qui nous l'avait appris face à un Renji aussi blessé que l'est désormais Byakuya. Encore un incroyable timing et symbole de Kubo, à croire qu'il y en aura à chaque épisode et que cet arc est prévu depuis le début. Après la chute du chef d'une des 4 grandes familles nobles, c'est au tour du monstre de la 11e division d'entrer en scène. 3e capitaine le plus mis en avant à l'époque de l'arc Soul Society, aux côtés de Byakuya et Toshiro, Zaraki Kenpachi se pointe sans aucune transition devant les 2 chefs Quincy, avec sur lui 3 cadavres de Stern Ritters. Jugram en personne confirmera la réputation de monstre de Kenpachi et se demandera comment il s'y est pris. On a ensuite droit à quelques illustrations sur la façon dont il les a tués, du pur Kenpachi, c'est-à-dire de la barbarie sans nuance. Mention spéciale à Berenice qui dans le manga se faisait trancher la gorge, et ici cela fait purement et simplement arracher à main nue par Zaraki. The Yourself aussi était intéressant, car il a permis de nous remontrer, même si c'était très court, un combat Zaraki contre Zaraki, sauf que cette fois-ci c'était canon. Rappelez-vous pour ceux qui ont maté les fillers de l'anime, Zaraki s'était déjà affronté lui-même à l'époque de l'arc de l'invasion des Jigai. S'ensuit un irrespect total envers Jugram, qui était à 2 doigts de se faire insulter de princesse Disney par Zaraki. En plus dans cet épisode il en avait le look. Et ensuite un premier coup porté directement sur le roi Quincy. Pour savoir la suite de cet échange, il fallait rester jusqu'à la fin de l'ending, donc à mon avis beaucoup de gens vont le rater. On y découvre un Zaraki défait, ayant perdu connaissance et le visage ensanglanté, tenu à bout de bras par Yhwach. Un deuxième choc après la défaite cuisante de Byakuya. Les 2 capitaines les plus emblématiques de Bleach y sont passés l'un après l'autre dans le même épisode. Et surtout, ça laisse présager de la puissance difficilement concevable que possède le chef du Vandenreich. Il a détruit Zaraki Kenpachi à main nue, sans aucune égratignure. De quoi faire passer, comme il le dira lui-même, ce Zaraki pour un être fragile. Lui que le manga nous a pourtant présenté comme un démon immortel. Les échelles de puissance sont posées. Un autre changement de lieu sans aucune transition, avec Ichigo qui pète un plomb toujours enfermé dans sa cage et voyant que ses pouvoirs de Shinigami ne suffisent pas. Il commence alors à piocher dans ses capacités de Fullbring apparemment, comme le démontre l'énergie verte claire qui émane de lui. Peut-être que la clé pour briser ses barreaux est de piocher dans autre chose que ses pouvoirs de Shinigami. Puis entre en scène un nouveau Stern Ritter, Driscoll Bercy, surnommé The Overkill, dont la puissance augmente à chaque meurtre commis, allié comme ennemi.
Et ça tombe bien, puisqu'il ne s'agit pas totalement d'un nouvel ennemi, c'est en effet lui qui avait massacré des centaines de Shinigami lors de la déclaration de guerre du premier épisode, et surtout qui avait assassiné Sasakibe. C'est donc lui, le possesseur du Bankai plurimillénaire du défunt vice-capitaine. Les choses étant bien faites, Yamamoto débarque au meilleur moment face à l'adversaire qu'il lui fallait pour s'échauffer et par la même occasion pour parvenir à faire son deuil. Monsieur Overkill nous montrera qu'il est surtout overdébile car il va s'estimer chanceux d'être face au capitaine commandant. Comme le dira Yamamoto, Driscoll ne sait pas utiliser ce Bankai à sa juste valeur et se fera purement et simplement one-shot dans un déluge de flammes vengeresses. Notons également une fois de plus la variation dans les couleurs. Quand Sasakibe l'utilise, le Bankai manipule de la foudre jaune. Logique, mais entre les mains du Stern Ritter, il tend vers le violet clair, à cause de la couleur bleue, clair, propre au Quincy qui s'y mélange. Enfin, une fois de plus, c'est Isagi qui assiste à la démonstration de puissance de Yamamoto, comme à l'époque de la Soul Society avec le combat Yama contre Jushiro et Shunsui, comme face à Aion, et enfin comme ici. Coïncidence ou volonté de Kubo? Vient enfin le premier vrai flashback de cet arc, et sans trop spoiler les animés only, sachez qu'on va être servi. Ce flashback sert à nous faire comprendre toute l'amertume, la haine et la tristesse qui habitent Yamamoto. Sa relation avec Sasakibe était basée sur un respect et une dévotion vieille de 2 millénaires. Et si Shojiro maîtrisait si bien ce Bankai surpuissant, c'était pour se faire respecter et accepter par Yamamoto en retour. D'où l'immense colère qu'il anime face à Driscoll, cet usurpateur sans aucun mérite, et d'où le nom de l'épisode. Les couleurs sont belles et contrastent avec l'ambiance terne de cette saison. Ça fait du bien, car le gris pluvieux et le bleu Quincy, on en mange assez durant cette guerre. Grâce à l'animation, on découvre un peu mieux comment le Bankai s'utilise, et au final, on découvre surtout comment Yamamoto a eu sa deuxième cicatrice, et aussi pourquoi il est surnommé Gen Ryusai à travers des explications et jeux de mots alambiqués basés sur le japonais. Mais cela ne nous dit pas comment il a eu sa première cicatrice. Yuabak, un ancien ennemi inconnu? Un holo terrifiant? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire votre théorie. Je n'en ai pas encore parlé, mais même s'il s'agit d'un nouveau seiyuu pour Yamamoto, j'ai l'impression d'entendre l'ancien, car il a réussi à trouver le timbre parfait pour incarner ce vieil homme surpuissant et serein. Pour l'épisode 4, je réclamais un thème épique, original, et ayant le potentiel de devenir culte, car même si les remixes qu'on a eu jusqu'à présent ont fait énormément plaisir à notre fibre nostalgique et étaient des réussites, c'est une nouvelle saison, et cet arc mérite amplement ses propres musiques inédites et dantesques. Et comme par hasard, c'est déjà chose faite avec cet épisode 5. Le thème de la fureur de Yamamoto est d'ores et déjà culte, on sait qu'il sera réutilisé pour d'autres moments épiques et il m'a fait frissonner. J'en ai pas encore beaucoup parlé sur ma chaîne, mais Yamamoto est un des personnages que j'aime le plus dans Bleach. Il est selon moi très sous-coté et même s'il y a débat, c'est pour moi le Shinigami le plus fort car le plus complet et expérimenté. Il incarne parfaitement le Shinigami invincible et plus âgé que les livres d'histoire, donc d'inspiration samouraï, mais avec une dimension magique et spirituelle. C'est même plus que ça en fait. Yamamoto, Gen Ryusai Shigekuni et la Soul Society. Il incarne son histoire et il est à l'origine du Gotei 13. C'est le créateur des divisions telles que nous les connaissons et sans lui, les Shinigami ne seraient que des brutes désordonnés et sans hiérarchie. Yamamoto est le capitaine des capitaines. Et c'est pourquoi sa colère et son déplacement enflammé dans le ciel ont engendré une remotivation de toutes les troupes. Des milliers de Shinigami, capitaines inclus, ont brusquement retrouvé l'espoir et la fureur de vaincre les envahisseurs afin d'être à la hauteur de la légende qu'il est. Après le générique de fin, on assiste à une scène difficilement concevable. Zaraki inconscient, sur le point d'être achevé par Yuabak avant l'atterrissage d'un Yamamoto encore plus énervé que jamais. Lui qu'on a toujours vu avec les yeux à moitié fermés, fatigué d'une vie ne se comptant même plus en siècle, a désormais les yeux bien ouverts et s'avance droit vers son ennemi avec la ferme intention de l'éliminer définitivement cette fois-ci. Yamamoto contre Yuabak. L'animation japonaise se souviendra de ce combat pour longtemps car il fait partie des plus cultes et emblématique. Vivement la semaine prochaine. Le poème de fin est prononcé par Yamamoto. Il correspond à celui qui ouvre le tome 58, dont l'adaptation des chapitres commencera au prochain épisode. Voici ce qu'il dit. Ô brûlent les flammes de l'âme, quand bien même s'écroulent les cieux. Une métaphore sur Yamamoto et le pouvoir de son Zanpakuto. Il est le rempart de feu face aux menaces, et ses flammes ne peuvent s'éteindre, quand bien même le ciel et la pluie s'abattraient sur lui. Terminons avec la partie spoiler. Cet épisode répond à un mystère datant de l'époque de la publication du manga. En effet, on ne savait pas qui avait attaqué Rukia par derrière. Et on a enfin la réponse à notre question. Il s'agit de Meninas, une Stern Ritter qu'on apprendra à connaître avec son gang durant la deuxième attaque Quincy. Il y a aussi l'attaque du BDT par un Jidambo contrôlé à distance par un ennemi mystérieux. L'ajout ici, c'est qu'on découvre son arme, ou devrais-je dire son bâton magique chelou. Il s'agit en réalité du Stern Ritter PP. Et la dernière scène supplémentaire, et n'existant pas dans
dans le manga est celle où on voit une sorte de refuge des membres de la 12e dans une pièce dont les murs sont transparents. Ils essayent d'ouvrir le Garganta pour que Ichigo puisse arriver le plus vite possible, en vain. Et voilà, si tu as apprécié cette vidéo, tu peux me le faire savoir en appuyant sur le bouton j'aime, en commentant pour nourrir l'algorithme, et j'insiste sur ce point car ça fait vraiment la différence, en t'abonnant avec la cloche et en partageant. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, c'était Farem, et je vous dis à la semaine prochaine, ou peut-être avant, car une autre vidéo sortira avant le prochain épisode. Sur ce, ciao.